Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Nous allons maintenant parler de la relativité. Alors la théorie de la relativité, à la base, c'est une théorie de l'espace et du temps. C'est une théorie qui est aussi à la base de toute une série de développements théoriques, de théories relativistes. La relativité est particulièrement importante en cosmologie, parce qu'on décrit avec la cosmologie l'univers dans sa globalité, c'est-à-dire tout l'espace et tout le temps. Et donc, une théorie qui traite de l'espace et du temps, on comprend qu'elle puisse jouer un rôle majeur. Donc, nous serons un peu plus précis, ça prendra un peu plus de temps pour en parler, pour la décrire, mais malgré tout, nous ne ferons malgré tout que les grandes lignes. Parce que si on voulait décrire la totalité de la relativité, cela prendrait pas mal de vidéos. Il y a d'ailleurs la série que j'ai réalisée sur la relativité, qui n'est pas une série vulgarisée et qui est assez complète. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez la regarder. Sinon, vous vous contenterez de cette partie vulgarisée. Alors, pour pouvoir mener des expériences, faire des mesures, faire des observations, on a besoin de valeurs numériques. De valeurs numériques à attribuer à la position des objets et des instants pour les événements qui peuvent se produire. Un événement étant quelque chose qui se produit à un endroit donné, à un moment donné. Donc, on a besoin d'un système de repérage qui permette de dire ceci est à tel endroit et se produit à tel moment. On les appelle aussi des repères ou des référentiels. La terminologie n'est pas stricte. Un exemple très simple, c'est le système des latitudes, longitudes, altitudes. On va dire un tel objet est à telle latitude, telle longitude et à telle altitude, comme un satellite par exemple. On peut utiliser ainsi toutes sortes de systèmes de repères, des systèmes locaux, des systèmes géocentriques ou héliocentriques ou même des systèmes adaptés à la galaxie. On va en plus utiliser des horloges pour mesurer le temps. Considérons deux observateurs. Deux observateurs A et B qui définissent chacun leur repère. Alors, disons que A est ici, et il va décider de prendre comme point de départ de son repère le point O, qui est situé là où il est. C'est une méthode qui est souvent utilisée de repérer les objets par rapport à soi-même, en disant par exemple, ah, la colline est à 3 km de chez moi, ou le magasin de bricolage est à 2 km de l'autre côté. Donc c'est une méthode très fréquente de repérage. Et il va alors utiliser et dire, voilà, en ce point, les coordonnées sont 0. Il va alors choisir des directions qu'on va noter X et Y. En général, on les choisit perpendiculaires. On choisit des directions perpendiculaires. Et on peut dire c'est 2 km dans ce sens-là, 1 km dans ce sens-là. Et là-bas est l'adresse du magasin que je vous ai indiqué. Il faut aussi une troisième coordonnée, Z. On les appelle souvent X, Y, Z. Parce que il y a aussi l'altitude. C'est-à-dire l'espace est à 3 dimensions. Ici, dans le dessin, nous ne représentons pas Z, ça compliquerait le dessin. On prendra que 2 directions. On va appeler ce système le repère K. A va aussi utiliser une horloge H qui indique un temps T. Et un point P quelconque aura des coordonnées X, Y, T s'il s'agit d'un événement qui se produit à un instant donné. Considérons maintenant un deuxième observateur, B. Alors pour simplifier, on va mettre B ici sur l'axe X. On peut y avoir d'autres choix, on peut faire d'autres choix de repères, ça complique juste un peu les choses. C'est plus facile de raisonner en faisant ce type de choix qui est toujours possible. Donc on choisit B sur là, et lui aussi va construire son propre système de repérage, K', avec un axe X' aligné avec X, et un axe Y'
parallèle à l'axe Y. Et pour lui, le point P, alors il va utiliser une horloge H' qui indique un temps T'. Et le point P, l'événement P, aura comme coordonnées X', Y', T'. Tout objet de la théorie, d'une théorie de l'espace et du temps, est de relier les coordonnées mesurées dans un repère aux coordonnées utilisées dans l'autre repère. Le repère A et le repère B sont des repères différents. Ils peuvent même avoir des vitesses différentes, c'est-à-dire que B il peut se déplacer à la vitesse grand V par rapport à A. Par exemple, A peut être un observateur qui est sur le quai, et B peut être un observateur qui est dans un train qui passe avec une vitesse V. Et l'objet de toute théorie d'espace et du temps est de dire, ben voilà comment, étant donné les situations des deux repères et leur vitesse, voici comment les coordonnées de l'un se déduisent de celles de l'autre. On a ainsi ce qu'on appelle la relativité galiléenne de Galilée, qui se retrouve dans les théories classiques non relativistes comme celle de Newton, et qui permettent de faire ce lien. Et la théorie de relativité est aussi une théorie de l'espace et du temps qui permet de faire ce lien. Pour comparer les coordonnées, il faut pouvoir comparer le temps indiqué par les horloges. Il faut donc pouvoir synchroniser les deux horloges pour pouvoir les comparer. C'est comme lorsqu'on est avec quelqu'un et qu'on dit donnons-nous rendez-vous à tel endroit à telle heure. Vérifions nos montres pour voir si elles sont bien synchronisées, si elles indiquent bien la même heure. Une méthode simple, il y en a d'autres, mais celle-ci est simple, puisque B se déplace, ici c'est le point O', choisissons l'instant où O est au même endroit que O', et à ce moment-là, réglons les horloges pour que T et T' soient égales à 0. Et ainsi, au moment où A et B se croisent, ils synchronisent leur montre ou leur horloge. Voilà pour la description de base, qui est vraie aussi bien en physique non relativiste, déjà du temps de Galilée, et vrai aussi en relativité. La relativité restreinte, donc la relativité dite restreinte, qui est la première théorie de la relativité que Einstein a réalisée en 1905, qui fut appelée année Mirabilis, où il réalisa cette théorie, mais également d'autres articles importants, y compris celui sur l'effet photoélectrique qui lui a donné le prix Nobel. Et elle est basée sur deux postulats. En fait, il y en a quelques autres, plus ou moins évidents, rarement cités dans la série sur la relativité. Je les décris en détail. Les deux principaux, typiques de la relativité, sont ceux qui sont souvent cités et que je vais vous donner. Le premier postulat s'appelle principe de relativité restreinte. Il dit que tous les repères inertiels sont équivalents. Alors, inertiel, ça veut dire qu'on prend un repère où les lois de la mécanique classique sont valides, les lois de Newton. On prend par exemple une balle qui est posée sur le sol et aucune force n'agit sur elle, la balle reste immobile. Ce qui ne serait pas le cas si on était dans un manège qui tourne. À ce moment-là, la force centrifuge pousserait la balle. Donc, on est dans un cas où il n'y a pas de surprise, les lois classiques s'appliquent, et un tel repère est dit inertiel. Il n'y a pas de force dite inertielle aussi, ou fictive, comme la force centrifuge ou la force de Coriolis. Et tous les repères se déplaçant à vitesse constante, sans accélération, sont des repères en vitesse constante par rapport à ce repère de base, sont tous des repères inertiels. Et le postulat dit que tous les repères sont équivalents. Attention, équivalent ne veut pas dire identique.
Si on prend par exemple la cabine du conducteur dans le train, par rapport à B qui est assis dans le train, la cabine du conducteur est devant lui toujours au même endroit. Tandis que par rapport au quai, la position de la cabine change au fur et à mesure que le train avance. Mais les lois physiques qui décrivent les différents phénomènes physiques doivent garder la même forme dans tous les référentiels. C'est cela que signifie ce principe de relativité. C'est même un principe assez naturel. D'abord parce que il serait difficile de choisir un repère absolu dans lequel les lois prendraient une forme particulière. On dit qu'il n'existe pas de repère absolu. Par exemple, on pourrait dire, mais A est sur le quai, il est immobile, c'est un meilleur repère de référence que B qui est en mouvement. Oui, il est immobile par rapport au sol, par rapport à la Terre. Mais la Terre, elle tourne autour sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. Alors prenons le Soleil. Oui, mais le Soleil tourne autour des galaxies, les galaxies sont en mouvement les unes par rapport aux autres. Il est très difficile de choisir, de dire tel repère serait meilleur qu'un autre. Ça peut être des repères plus pratiques, mais meilleurs, dans un sens absolu, non. Tous les repères semblent équivalents. En fait, quand on choisit un repère, un système de repérage, c'est un choix humain. C'est un choix arbitraire. C'est nous qui décidons de repérer les positions et les instants de telle manière. On utilise les systèmes de latitude et de longitude. Pendant un temps, les longitudes furent repérées par rapport au méridien de Paris. Et puis, on a changé pour adopter le méridien de Greenwich, qui passe en Angleterre. Et tout le monde s'est aligné sur ça, et c'est un choix arbitraire. Et donc, les lois physiques ne devraient pas en dépendre. Les lois physiques devraient être indépendantes de ce choix. Pourquoi? Parce que les phénomènes physiques se foutent pas mal de nos choix. Une supernova, c'est une étoile qui explose. Elle explose, point barre. Elle explose aussi bien pour A que pour B. Et donc, le choix du repère ne devrait pas influencer ça. Les valeurs numériques, c'est le but des repères. Les valeurs numériques données aux positions et aux instants peuvent changer en fonction du choix de repère. Mais les lois physiques et les phénomènes physiques décrits par ces lois devraient être indépendants. C'est le principe de relativité. Notons que nous nous sommes limités ici au repère inertiel, d'où le nom de principe de relativité restreinte ou de relativité restreinte. Elle est restreinte au repère inertiel. On généralisera plus tard. Le deuxième postulat dit que la vitesse de la lumière, que nous le note C, dans le vide, c'est important, est constante et invariante. Alors constante, cela signifie qu'elle va toujours à la même vitesse. Elle ne ralentit pas, n'accélère pas, elle va en fait à 300 000 km par seconde dans le vide. Dans un milieu matériel, ça peut être différent. Dans l'eau, par exemple, elle va typiquement à 200 000 km par seconde. Donc, on doit considérer le vide. Et elle est invariante, c'est-à-dire qu'elle est identique pour tout observateur. Et c'est là, en fait, qu'est l'astuce. Notons que ce principe, ce postulat a été vérifié avec une grande précision. Une des expériences historiques importantes est celle de Michelson et Morley, mais elle a été reproduite, améliorée, vérifiée dans des tas de circonstances, avec des objets en mouvement, des émetteurs de lumière en mouvement, en altitude, au sol, etc. On l'a vérifié dans toutes sortes de circonstances et avec des précisions extrêmes. Et ce principe a toujours été valable, à tel point qu'on a choisi de définir le mètre, la longueur, le mètre étalon, en utilisant la vitesse de la lumière. Ce qui permettait d'avoir un phénomène physique précis et qu'on peut mesurer avec précision pour définir le mètre. Notons que ça ne limite pas la précision. Si un jour on découvrait que ça varie, on changerait. C'est assez étrange, cette invariance. Considérons notre voyageur B qui est dans le train
et qui lance une balle devant lui. Il la lance à 10 km/h. Il la voit rouler devant lui à 10 km/h, vers l'avant du train. L'homme A, qui est assis sur le quai, voit le train passer à 100 km/h. Dans le train, il voit une balle rouler plus vite et qui va plus vite que le train, puisqu'elle roule dans le train. Il la voit passer à 100 plus 10 km/h, puisqu'elle va parcourir sur le même temps une distance plus grande, elle va rouler à 110 km/h. Les vitesses s'additionnent ou se soustraient si les vitesses vont dans l'autre sens. Considérons maintenant la lumière. B est dans le train, il envoie un rayon lumineux, bon c'est dans l'air, mais la vitesse de la lumière dans l'air est pratiquement identique à celle dans le vide, donc il n'y a pas de souci. Il envoie un rayon lumineux dans le train, par rapport à lui, la vitesse est égale à C. Donc, même raisonnement, celui qui est sur le quai devrait voir le faisceau lumineux avancer à C plus 100 km/h. Eh bien, c'est faux. Non, et c'est ça le côté étrange. La vitesse de la lumière va toujours à la même vitesse. De toute évidence, l'addition des vitesses doit être révisée. En relativité, à cause de ce postulat, en relativité, c'est faux. Notons que la vitesse, c'est jamais qu'une distance divisée par le temps, par une durée. C'est exactement ce que j'ai invoqué avec la balle. Même durée de voyage de la balle, pour A et pour B, et une distance plus grande pour A, parce que le train a avancé. Donc, forcément, la relativité doit impliquer des changements dans les conceptions de l'espace et du temps. Considérons un point P quelconque. Comment mesurer ces coordonnées, un point, ou plutôt un événement, comment mesurer ces coordonnées X, Y et T? Pour la position, on peut placer facilement des étalons, donc des barres par exemple d'1 mètre de long, on quadrille le référentiel K avec des référentiels, des bornes, comme les bornes kilométriques, et on peut alors regarder où se situe P par rapport à ce quadrillage. Et on peut ainsi facilement mesurer les positions X et Y. On peut aussi utiliser un mètre ruban, tout ce qu'on veut. Mais l'horloge H, elle est située près de A, en haut, pas en P. Comment comparer le temps qui se produit aux deux endroits? On pourrait dire qu'il suffit de regarder, mais n'oublions pas que la lumière se propage avec une certaine vitesse. Si on parle de phénomènes de précision ou avec des grandes vitesses, ça peut influencer. Donc il faut une méthode pour mesurer le temps. Et il existe plusieurs méthodes possibles. La méthode que je vous ai décrite s'appelle méthode de synchronisation d'Einstein. Il en existe d'autres, des variantes, mais les résultats au final sont totalement identiques. On peut relier ces méthodes entre elles. Celle-ci est assez théorique, mais pratique, au moins en théorie. Le principe, c'est de dire, mais A, il va mettre partout des horloges. Il va en disposer partout dans le repère K, de façon à pouvoir mesurer le temps un peu partout. Il va juste veiller à ce que ce soit des horloges du repère, c'est-à-dire des horloges immobiles par rapport à lui. Ce qu'il peut facilement vérifier en vérifiant que leur position ne varie pas au cours du temps. Et pour synchroniser, il va alors avoir une horloge là où il se trouve, son horloge H, et une horloge P, là où se produit l'événement P. Il doit donc synchroniser ces deux horloges. Pour ce faire, il peut envoyer un signal avec une certaine vitesse V vers l'horloge, signal disant « il est telle heure ». Dans ce cas-là, on peut alors régler l'horloge qui est en P en disant le temps qu'elle doit indiquer c'est T, il est telle heure quand le signal part, plus le temps qu'a mis le signal pour arriver jusqu'à l'horloge, c'est-à-dire la distance OP, la distance entre O et P, divisée par la vitesse du signal. Et ainsi,
on tient compte du décalage dû au fait que le signal met un certain temps pour se propager. Idéalement, on va utiliser la lumière. Parce que il suffit de mettre C ici, V égale C. Parce que ça a l'avantage que sa valeur est connue. Et aussi, surtout, que nous avons ce postulat de constance et d'invariance. Nous sommes sûrs que sa valeur ne change pas. Et ça permet aussi de construire la théorie à partir de ces postulats. Ensuite, B peut faire de même. B, dans son repère, K', peut disposer des horloges immobiles par rapport à lui. Elles seront en mouvement par rapport à A, puisque B se déplace. Donc en somme, A prend des horloges qu'il met sur le quai, tout le long du quai, et B met des horloges dans le train. Il utilise des horloges immobiles par rapport à lui et procède exactement de la même manière. Bien sûr, les horloges H et H', ici, ont d'abord été synchronisées préalablement par la méthode que nous avons citée. Un des avantages de cette méthode, c'est qu'elle respecte le principe de relativité. Elle ne donne pas de rôle particulier à tel ou tel repère. On synchronise les deux horloges des deux repères, H, et puis A et B procèdent de la même manière pour la mesure du temps dans leurs repères respectifs. Voilà, déjà pour les bases. Alors, comme je vous dis, ça prendra quelques vidéos, donc nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.